Bienvenue à tous. Le Niger partagé entre soulagement après un premier tour d'une présidentielle apaisée et consternation suite à une attaque meurtrière visant des civils. Les résultats du scrutin du 27 décembre ont débouché sur un second tour prévu le 21 février entre Mohamed Bazoum et Maman Ousmane. L'ex-chef de la diplomatie nigérienne et candidat du parti au pouvoir a obtenu près de 40% des voix, tandis que l'ancien président a reçu 17% des suffrages. L'élection doit marquer un transfert pacifique du pouvoir. Le président Mamadou Issoufou, qui a bouclé 2 mandats, devra donc passer le témoin soit à son bras droit, Mohamed Bazoum, soit au porte-étendard de l'opposition, Maman Ousmane. Mais l'attaque meurtrière qui a fait une centaine de morts dans la région de Tillabéri début janvier vient rappeler l'énorme défi sécuritaire qui attend le prochain président. Nous discuterons de tout cela avec nos invités au cours des 30 prochaines minutes. Les électeurs nigériens vont donc retourner aux urnes le 21 février pour départager le candidat du pouvoir Mohamed Bazoum et l'ex-président Maman Ousmane, arrivés respectivement premier et deuxième à l'issue du scrutin du 27 décembre. Réaction des deux camps dans ce reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa. Même si son objectif de passer dès le premier tour n'a pas été atteint, Mohamed Bazoum, porte-étendard du parti au pouvoir, qualifie son score de fabuleux. J'ai eu l'insigne privilège de recueillir 1 879 543 voix, soit 39,33% des suffrages exprimés valables. Je me réjouis de ce soutien massif que vous m'avez témoigné de façon uniforme sur l'ensemble du territoire national. Avec un vote aussi fort, vous avez fait l'option d'une victoire annoncée pour le scrutin du second tour. Cela est d'autant plus vrai que pour le scrutin législatif du 27 décembre, vous avez élu 80 députés de notre parti, le PNDS, sur les 166 que comptera l'Assemblée nationale en attendant l'organisation des élections législatives dans la circonscription des Nigériens de l'extérieur. En donnant presque la majorité parlementaire à notre seul parti, vous avez clairement indiqué qui exercera le pouvoir pour les 5 prochaines années. Dans le camp du candidat Mahaman Ousmane, on se réjouit également des résultats obtenus. Certains vont toutefois être contestés devant le juge constitutionnel. Nous entamons ce deuxième tour avec beaucoup de sérénité, d'autant plus que nous-mêmes, à notre sein, au niveau de la CAP 2021, nous avons quand même une très grande réserve de voix. Parce que là où sont nos électeurs, par exemple, quand je regarde les Inders, on a plus d'1 million de voix en réserve. Et nous allons introduire des recours au niveau de la justice, ça dès lundi, des recours en annulation au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce qu'il y a des incohérences flagrantes qui défient l'entendement. Et il y a des endroits où des vols ont été perpétrés, d'urnes et tout, des attaques, mais on nous a sorti des résultats. Mais ce n'est pas possible. Ça, on est obligé d'introduire des recours pour ça. La campagne pour le second tour s'ouvre au début du mois de février, le vote étant prévu le 21 du mois prochain. Le futur président fera face aux nombreux défis auxquels le pays est confronté, notamment sur le plan sécuritaire. Abdulrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey. Voilà, merci beaucoup Abdulrazak Idrissa. Et pour le débat, nous avons 2 invités qui sont à Niamey. Nous avons le professeur Issoufou Yahya, historien et politologue. Également, toujours dans la capitale nigérienne, Gary Amadou, journaliste et analyste politique. Merci à vous d'être avec nous. Je démarre avec vous, professeur Yahya. Comment analysez-vous ce résultat? Le parti au pouvoir misait sur un coup KO et finalement, il y aura second tour. Êtes-vous surpris? Surpris, pas du tout, dans la mesure où il fallait que le parti au pouvoir
affirme faire le coup KO, ça affiche ses prétentions, mais lui-même n'était pas persuadé qu'il lui serait possible de faire le coup KO. Pour qui connaît la sociologie politique, la sociologie électorale du Niger, il est totalement impossible de réaliser le coup KO, puisque en 2016, le président Issoufou, avec le bilan qu'il a présenté, n'a fait que 49% avec une coalition qui était beaucoup plus large, et que 5 ans plus tard, on constate que M. Bazoum, avec, il faut le dire, 45 partis, n'a pu faire que à peu près 39%. Donc, coup KO, c'était l'intention est noble pour le parti au pouvoir. Il faut afficher l'ambition, mais pratiquement, il était totalement exclu qu'il ne se passe ça. Maintenant, il y a peut-être des régions où le vote ne semble pas répondre à la logique électorale, mais ça, on en reparlera tout au long du débat. Et vous, Garé Amadou, comment interprétez-vous ces résultats, également ce fort taux d'abstention? C'est une indication d'une démocratie qui marche, ou comment est-ce que vous interprétez tout cela? Oui, en tout cas, l'enseignement qu'on peut tirer de ces élections-là, c'est que d'abord le fort taux de participation nous montre un peu l'enjeu que suscitent ces élections-là pour l'ensemble des électeurs nigériens. Il s'agit pour les uns soit de vouloir maintenir la continuité du régime actuel au vu certainement des réalisations et peut-être au vu des défauts constatés malgré tout. Et il s'agit pour d'autres de chercher à tout simplement remplacer le régime et d'amener un autre régime qui puisse amener une autre politique peut-être à laquelle ils croient. Cependant, il faut quand même se dire que malgré le fait que le taux de participation a été extrêmement élevé, aux environs de 70%, on a quand même remarqué plus d'un dixième des bulletins qui sont des bulletins nuls. Presque environ 500 000 voix de Nigériens qui n'ont pas été, en tout cas, profitables aux différents candidats qui étaient en lice. Oui, et pour ce qui est du second tour, êtes-vous surpris qu'on aille au second tour? Surpris, peut-être pas tellement, parce que quand même, la multitude de candidats, il faut rappeler qu'il y avait quand même une trentaine de candidats pour ces élections-là. L'émiettement des candidatures fait en sorte qu'il y a aussi une sorte d'émiettement de l'électorat, ce qui ne permet pas pour une seule formation politique de pouvoir tirer son épingle du jeu. Bien sûr, le slogan de campagne pour le parti au pouvoir, c'était le coup KO, le passage au premier tour, mais ce slogan-là a été aussi repris par l'opposition qui s'en servait pour essayer d'empêcher que ce coup KO-là n'en arrive. Et donc, pratiquement, ce slogan de un coup KO a mobilisé pratiquement les militants des deux camps, ce qui a permis forcément d'avoir le taux de participation qu'on a, qui est un taux de participation record pour l'histoire des élections au Niger. Alors, professeur Yahya, comment l'absence de l'opposant à Mamadou, dont la candidature a été rejetée, s'est fait sentir dans ce scrutin, selon vous? Alors, avant de répondre à cette question, je voulais quand même poser beaucoup de questions sur la réalité et l'effectivité de ces taux de participation. Moi, je me pose beaucoup de questions quant à la véracité et vraiment l'effectivité de ce taux de participation, étant entendu que c'est dans les zones désertiques, les zones nomades, où il faut chercher l'habitant au kilomètre carré, qu'on enregistre un taux de participation de 100%. Je pense qu'en toute bonne raison, on peut émettre un doute raisonnable. Maintenant, pour l'opposant Hama Amadou, je pense qu'il faut rappeler que c'est lui qui a permis au régime en place d'arriver au pouvoir en 2010 et qu'il se soit retrouvé dans une situation pas pour le moins inconfortable jusqu'à ce que sa candidature, après toutes les péripéties, ait été invalidée. Maintenant, il devrait être hors du jeu, mais pour moi, c'est le principal acteur du jeu, parce qu'il a su, par un coup de force politique, se faire présent
à travers le candidat M. Maman Ousmane. Donc, c'est lui la force motrice de cette opposition et surtout, c'est lui et sa formation politique qui lui a témoigné d'une fidélité absolue et c'est lui donc qui est aujourd'hui véritablement au cœur du jeu et peut-être même au cœur de l'alternance si l'alternance pourrait avoir lieu. Alors, Garé Amadou, le fait que Amadou n'ait pas participé à ce scrutin, finalement, est-ce que ça n'a pas un peu aidé l'opposition à se regrouper davantage, même si on a une trentaine de candidats? Sa présence aurait peut-être émietté les voix davantage au sein de l'opposition, non? Bon, c'est une question vraiment à 1000 $. Je ne peux pas dire que le pouvoir a perdu. Au contraire, vous savez, on est sur le terrain politique. Tant qu'un adversaire peut ne pas être en tout cas offensif, on se frotte les mains. C'est peut-être cynique de le dire, mais un adversaire potentiel qui est mis hors jeu, quelque part, ça fait l'affaire du potentiel adversaire aussi, celui qui est en face. Donc, le fait que Hamamoun ne participe pas à ce scrutin-là a peut-être fait le jeu, peut-être du parti au pouvoir, mais ça a aussi fait le jeu de certains militants, certains ténors de l'opposition politique qui en réalité ne souhaitaient pas qu'il soit réhabilité et qui pensaient qu'ils allaient profiter du report de voix de ces militants, ce qui a été le cas, puisque comme on l'a vu, Mamadou a appelé ces militants à voter pour un des candidats de l'opposition. Alors, professeur Yahya, parlons un peu du second tour maintenant. Qu'est-ce qui va être déterminant pour vous, les alliances ou les programmes des candidats? Alors, ce qui va être déterminant, c'est d'abord le taux réel de participation, pas le taux plus ou moins artificiel. On a vu dans certaines régions où en 5 ans, personne n'est mort, personne n'a voyagé et tout le monde a voté pour un seul candidat. Je pense que... Alors, vous craignez des fraudes? Vous soupçonnez des fraudes? Alors, je ne vais pas jusqu'à affirmer ce mot, mais il y a un doute raisonnable sur le taux de participation dans des contrées qui sont lointaines et certaines images parlent d'elles-mêmes de la manière dont le scrutin s'est passé. Donc, si le vote, en principe, doit être libre, l'élection doit être transparente, et surtout, le résultat doit traduire le vote réel qui s'est déroulé. Maintenant, les alliances vont avoir lieu, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, il ne faut pas véritablement s'attendre à ce qu'il y ait un respect des consignes électorales, puisque là, c'est deux personnes qui ont des trajectoires différentes, qui compétissent pour ou incarner l'alternance ou bien incarner la continuité. Donc, il y a M. Bazoum qui vient avec le bilan annoncé du président Issoufou, qui est diversement apprécié. Pour les uns, jamais il n'a été fait plus que ce que Issoufou a fait dans l'histoire du Niger. Pour les autres, Issoufou, le président, n'a vraiment quasiment pas de véritable bilan qu'on peut mettre en termes de perspective, puisque le pays est dernier depuis quasiment 10 ans. Toutes ces fameuses réalisations, elles peuvent sujettes à interprétation, puisque vous n'êtes pas sans savoir que si on prend les études des différentes institutions internationales, le Niger a beaucoup régressé en termes économiques. La pauvreté s'est installée, elle a finalement pignon sur rue au Niger. L'insécurité, le Niger est devenu le ventre mou de l'insécurité, alors que de manière ostentatoire, au Nigérien que le Niger serait le tombeau des terroristes. Malheureusement, ce sont les Nigériens qui payent. Alors, quand le président... On va parler de la question... deuxième tour parle de consolider et avancer, c'est un slogan. Moi, je pense qu'il aurait pu assumer ce qu'il a fait et partir sur des bases qui sont propres à lui que de rester derrière un bilan qui est plus ou moins superfétatoire.
Professeur, on doit quand même évoquer rapidement cette question. L'autre fait notable de ce scrutin, c'est l'absence du président Issoufou, qui certes n'a fait que respecter la Constitution, mais dans le contexte ouest-africain actuel, c'est assez important pour être noté, n'est-ce pas? Sa décision de passer le témoin, a-t-elle joué en faveur de Bazoum ou pas? Bon, vous savez, le président Issoufou, en tout, c'est un champion. Il n'est pas présent physiquement, mais en tant qu'analyste politique, je ne peux pas croire un seul instant qu'il n'ait pas été présent tout au long de cette... tout au long de ce processus, puisque on voit bien son nombre presque à chaque fois qu'il y a une décision importante ou un événement important. Donc, physiquement, il n'est pas présent, mais je pense bien qu'il doit être très présent quelque part. Maintenant, le fait qu'il ne soit pas candidat, c'est la Constitution, c'est respecter la Constitution, et ça, je pense que tous les analystes politiques, tous les démocrates apprécient cela. Ils auraient peut-être pu faire comme certains chefs d'État de la sous-région, mais au Niger, je pense qu'il y a une force sociale qui était tellement en mouvement, qui ont beaucoup plus agi dans ce sens que dans l'autre sens. Bon, heureusement que la raison a prévalu pour l'instant. Mais maintenant, vous savez, on ne jugera qu'à l'arrivée. On est obligé. Oui, rappelez-vous ce qui s'est passé en Guinée. Dalen Diallo était quasiment à la porte. Pourtant, in fine, c'est Alpha Condé qui a été élu. D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Hassan Boulalé à Djibouti nous dit que le Niger montre un bon exemple aux dictateurs africains. Il faut créer un prix pour les présidents africains qui quittent le pouvoir sans effusion de sang. Alphonse Mbouaki à Kinshasa écrit « Le départ d'Issoufou, qui a respecté ses 2 mandats constitutionnels, marque une évolution démocratique et un exemple pour les présidents qui modifient leur constitution pour rester au pouvoir, mais la désignation d'un dauphin ne doit pas signifier la perpétuation de la même politique du prédécesseur, ni la victoire à tout prix de ce candidat. » Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. L'annonce des résultats a été quelque peu éclipsée par l'attaque survenue dans la région de Tillabéri, dans la zone dite des 3 frontières, et qui a fait une centaine de morts, essentiellement des civils. Cette région ainsi que Difa, dans le sud-est du pays, font face à une insécurité liée aux activités des djihadistes dans ces 2 régions. Une situation qui préoccupe à Niamey, comme on le voit dans ce micro-trottoir réalisé par notre correspondant Abdulrazak Idrissa. L'attaque de Toumour, l'attaque de Inates, quand même, on avait pensé quand même que une tuerie de ce genre, en tout cas, elle évolue, mais on se rend compte que effectivement, ça ne fait que continuer. On se rend compte que effectivement, les terroristes encore ont du séjour à faire dans notre pays, malgré toutes les dispositions qui sont prises. Il y a en tout cas du pain sur la planche, et c'est quand même l'occasion d'appeler les différents responsables, n'est-ce pas, donc de ne négliger aucun moyen justement dans le cadre de la sécurisation de la population.
Ça m'a surpris d'autant plus que dans son message à la nation, le président de la République disait que la quiétude est revenue. Le président du principal parti au pouvoir, candidat donc, aux élections présidentielles, disait qu'il a passé 4 mois en train de soigner le Niger et que la quiétude règne partout. Mais curieusement, 2 à 3 jours après, il y a eu ce massacre-là. Il y a de quoi être véritablement étonné. Les moyens mis en œuvre pour éradiquer cette insécurité ne sont pas suffisants. Parce que ça fait tout de même 5 ans, sinon même un peu plus, que ces populations-là vivent dans la terreur. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir des moyens, une stratégie définitive pour y apporter une quiétude sociale, une quiétude durable. Voilà, donc quelques réactions à Niamey sur la question sécuritaire. Et je rappelle nos invités, professeur Issoufou Yahya, historien et politologue, et Gary Amadou, journaliste, analyste politique. Alors, professeur Issoufou Yahya, malheureusement, l'attaque survenue encore dans la région de Tillabéri au début de l'année vient rappeler que la question sécuritaire reste un grand défi pour le pays. Comment est-ce que les politiques doivent-ils tacler cette question sécuritaire? Alors, malheureusement, comme vous l'avez dit, le Niger a payé le prix fort de son engagement dans la lutte contre le terrorisme. Le Niger est victime un peu de sa géographie où il est entouré de foyers de belligérance que chacun connaît et qui sont les plus actifs malheureusement en Afrique, que ce soit à l'est du pays ou dans la région ouest. Et à chaque attaque, ces attaques qui changent de nature, qui prennent l'allure d'attaques suicides où on vient détruire, brûler le village, je pense que chaque attaque est révélatrice un peu de la faiblesse de l'État, de la faiblesse de coordination entre les différentes forces, de l'incapacité de ces forces extérieures qui ont pignon sur rue, quand même sur le territoire national, à prévenir, à informer, à guider. Donc, pour moi, il faut vraiment reconstruire une armée nationale, puisque rien ne peut remplacer une armée nationale et que ce sont les forces nigériennes qui peuvent valablement défendre les coins et les coins du territoire national. C'est triste. Mais il faut dire que beaucoup... c'est des réalités. En dehors du Niger, quand même, beaucoup d'analystes ont salué le courage, l'engagement de l'armée nigérienne dans cette lutte contre le terrorisme, même s'il y a eu les attaques de Chinegodar et autres. L'armée nigérienne a quand même été saluée pour ses efforts et pour son engagement, non? L'armée nigérienne est une armée brave. Les soldats nigériens est un bon soldat. Mais il faut aussi voir aujourd'hui tous ces officiers valeureux qui sont en train d'orner les chancelleries extérieures ou à l'état-major. Un bon militaire fait beaucoup plus pour le terrain que pour être une sorte de décoratif. Comment voyez-vous un peu l'avenir avec le prochain président qui va être élu au second tour? Quelle doit être sa priorité? Comment est-ce que vous le voyez en termes sur le plan sécuritaire? Alors, si on doit se projeter, il faut peut-être prendre 2 secondes pour voir ce qui a été pendant ces 10 ans. Pendant 10 ans, la gouvernance politique, sécuritaire, économique a posé problème. Le Niger n'a jamais eu autant de ressources, mais toutes ces ressources ont pris d'autres directions. Il faut asseoir les institutions, puisque malheureusement, aujourd'hui, il est difficile que la loi s'applique à un cacique du régime. Tant qu'on n'assoit pas des institutions
tant qu'on n'assoit pas la justice, tant que nul ne soit tant que la justice ne soit pas au-dessus de tous les citoyens, il va y avoir énormément de problèmes. Maintenant, le prochain président, que ce soit le président Mahamat Ousmane, qui a déjà dirigé le pays, ou M. Bazoum Mohamed, qui est resté pendant un quart de siècle dans le sérail du président Issoufou, mais surtout aussi dans les affaires, je pense qu'il faut s'attendre à ce que la gouvernance, telle que les Nigériens l'ont connue, dans une sorte d'indifférence des Nigériens, de suffisance, où le Nigérien, finalement, on fait pour lui sans que lui ne soit acteur de son développement. Je pense que ça va changer, quel que soit celui qui arriverait au pouvoir. Maintenant, sur le plan économique, on a parlé d'investissement, on a parlé de réalisation, mais toutes ces réalisations ressemblent beaucoup plus à des éléphants. Nombre d'entre elles, en tout cas, ressemblent beaucoup plus à des éléphants blancs. Donc, réaliser, d'abord, il faut faire l'unité des Nigériens. Pour moi, c'est le fondamental. Les Nigériens sont structurellement et très malheureusement profondément divisés. Le prochain président doit commencer par unir les Nigériens, créer ce sentiment d'unité nationale, de patrie pour aller de l'avant et faire face à tous les défis de développement qui sont là, tous les défis sécuritaires, parce que tant qu'il n'y a pas d'unité, on ne pourra pas aller vers le développement, on ne pourra pas avancer. Voilà, Garé, peut-être on va terminer par la présence des forces étrangères et l'appui des forces étrangères dans la lutte contre le terrorisme, dans la région des Trois Frontières, mais également dans la région de Difa. Comment appréciez-vous cela et qu'est-ce qu'il faudrait faire différemment selon vous? Oui, mais permettez-moi quand même de rebondir par rapport aux propos du professeur Yahya tout à l'heure, quand il disait que les infrastructures constituent des éléphants blancs. Ce n'est pas vrai. Que pour tout celui qui a l'habitude de voyager au Niger, oui, mais non, c'est extrêmement important parce que les gens sont en train de... Allez-y rapidement. Il faut savoir que la capitale, quand vous verrez la capitale a complètement changé d'aspect. Vous comprenez? Celui qui a vécu au Niger il y a 10 ans, qui revient, il constate que tout a changé. Le pays est inondé de routes qui sont construites partout et qui permettent la fluidité de la circulation des populations. Donc, il ne faut pas dire que c'est des éléphants blancs, des échangeurs un peu partout dans la capitale. Ce n'est pas des éléphants blancs, c'est des choses qui sont concrètes, qui sont visibles. Je crois que vous aurez l'occasion de les découvrir quand vous viendrez. Maintenant, la coopération étrangère. Concernant la récente attaque de Tchomobongo et de Zaroundare, vraiment l'opinion est en train de s'interroger sur l'efficacité de cet appui-là. Parce que il ne faut pas oublier que plus de 100 motos, sur 100 motos que les individus ont attaqué les deux villages. 100 motos, on se dit que par satellite, c'est très visible. Comment se fait-il que les satellites des pays, des grandes puissances qui sont en train d'aider le Niger ne puissent pas voir 100 motos venir et 100 motos rebrousser chemin, traverser le Niger pour aller en territoire malien? Au niveau du bassin du lac Tchad, une force mixte qui est en train de mener vraiment des grands efforts et on voit que le résultat est là, malgré l'attaque de Toumour qui a eu lieu le 12 décembre dernier à la veille des élections locales. Quand même, la situation au niveau de Difa est relativement bien gérée. Le problème, c'est au niveau de la région de Tillabéri. Et je vous dis que l'incompréhension générale des populations, c'est que on a l'impression que ces puissances étrangères qui doivent être les yeux pour permettre à nos armées de voir les assaillants venir, eh bien, c'est comme si, l'impression qu'on a, c'est comme si ces puissances étrangères ne sont pas en train de jouer leur rôle. Elles ne sont pas en train d'informer nos forces. On a l'impression qu'ils aperçoivent les terroristes venir et bon, y a pas, je ne sais pas, c'est un problème de coordination, mais je suis d'accord avec Yahya, il faut revoir cette stratégie commune entre le Niger et les pays qui l'aident pour mieux lutter contre ce terrorisme-là. Alors en tout cas, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à mes invités, mais également à toute l'équipe technique. Je n'oublie pas nos téléspectateurs et surtout nos télépartenaires sur le continent. On se retrouve très bientôt. Au revoir.